Imaginez un truc tout simple. Vous devez livrer, disons, 10 colis dans 10 villes différentes. Mhm. Facile, non? On se dit, bon, trouver le chemin le plus court, ça doit pouvoir se faire. Sauf que, en réalité, il y a plus de 3,6 millions d'itinéraires possibles. Déjà oui. Et si on passe à 50 villes, Ah là, on change complètement d'échelle. Le nombre d'itinéraires possibles, il dépasse le nombre d'atomes dans l'univers connu. c'est fou. C'est un chiffre si astronomique qu'une recherche par ce qu'on appelle la force brute, où un ordinateur essaierait tout une par une, ça prendrait des milliards d'années. C'est juste impossible. C'est le fameux problème du voyageur de commerce, un casse-tête classique en informatique. Et c'est justement notre point de départ aujourd'hui pour explorer des extraits du livre Artificial Intelligence for Humans de Jeff Heaton. Oui. Et la promesse de ces textes, elle est fascinante. Pour résoudre des problèmes d'une complexité pareille, on va pas essayer d'être plus malin, on va s'inspirer de la nature. Exactement. L'idée fondamentale, c'est de prendre le problème à l'envers. Au lieu de chercher la solution parfaite de manière, disons, frontale et logique, on va la faire évoluer. Évoluer. Oui, on va emprunter des concepts directement à la biologie, de Darwin, l'évolution, la sélection naturelle, la reproduction, et on fait fonctionner tout ça à l'intérieur d'un ordinateur. C'est une idée qui est à la fois simple et vertigineuse. Décortiquons ça ensemble. Comment est-ce que des concepts aussi organiques comme la survie du plus apte peuvent s'appliquer à des lignes de code? On va se concentrer sur la méthode la plus emblématique décrite dans les sources, les algorithmes génétiques. Très bien. Alors, s'il y a évolution, il faut bien commencer quelque part. Il faut une population. Mais une population de solutions pour notre voyageur de commerce, ça ressemble à quoi? C'est pas des créatures dans une boîte, j'imagine. Non, non. En effet, même si l'analogie est utile, dans ce contexte, une population, c'est tout simplement un grand ensemble de solutions potentielles. D'accord. Pour notre voyageur, chaque individu, c'est un itinéraire complet, c'est-à-dire une liste de villes dans un ordre bien précis. Et pour démarrer, l'ordinateur en génère des centaines, voire des milliers de manière complètement aléatoire. Donc au tout début, on a juste une foule d'itinéraires créés au pif et qui sont probablement tous très mauvais. C'est ça. Des chemins qui zigzaguent dans tous les sens, de manière un peu absurde. Précisément. La plupart sont objectivement catastrophiques. Mais l'important, c'est d'avoir de la diversité. C'est la matière première. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, l'évaluation. Comment on fait le tri? Comment savoir, dans ce chaos, ce qui est moins mauvais que le reste? Il faut un critère. Une sorte de juge. C'est le concept de fonction de fitness ou fonction d'évaluation. C'est une méthode très simple pour attribuer une note, un score, à chaque solution. Pour notre problème, le score le plus logique, c'est la distance totale de l'itinéraire. Ah, logique. Plus la distance est courte, meilleur est le score. Cette fonction, c'est en quelque sorte l'environnement virtuel dans lequel nos solutions doivent survivre. Les itinéraires les plus courts sont de fait mieux adaptés. D'accord, c'est la survie du plus apte, littéralement. Les itinéraires les plus performants ont plus de chances de se reproduire. On en arrive vraiment à ça, à la reproduction de solutions informatiques. On y est. C'est l'étape de la sélection des parents. Une fois que chaque itinéraire a son score, il faut choisir ceux qui vont créer la génération suivante. Et les sources décrivent plusieurs méthodes. L'une des plus populaires, c'est la sélection par tournoi. Un tournoi d'itinéraires? J'aime bien l'idée. C'est exactement ça. On choisit une poignée d'itinéraires au hasard dans la population, disons 5, on compare leurs scores, et le meilleur des 5, le plus court, gagne le tournoi. Et il est sélectionné. D'ailleurs, d'un petit groupe aléatoire, ok, ça me semble un peu hasardeux. On risque pas de jeter une super solution qui a juste pas eu de chance et s'est retrouvée dans un groupe de la mort avec une solution encore meilleure? C'est une excellente objection. Et oui, ce risque existe pour un tournoi unique. Mais l'astuce, c'est l'échelle. On ne fait pas un seul tournoi, on en fait des milliers. Ah oui. Et statistiquement, sur un grand nombre de tirages, les meilleures solutions globales, elles, gagnent beaucoup plus souvent. Elles sont donc sélectionnées bien plus fréquemment. L'avantage est énorme, c'est extrêmement rapide et ça ne demande pas de trier toute la population, ce qui est un cauchemar en termes de calcul. D'accord, c'est un compromis très efficace entre la performance et la vitesse. Vu comme ça, c'est malin. Tout à fait. Et il y a d'autres approches, juste pour comparer? L'autre grande méthode classique, c'est la sélection par roue de loterie. Imaginez une roue de casino. Chaque itinéraire a une part de la roue qui est proportionnelle à la qualité de son score. Les meilleurs ont les plus grosses parts. Exactement. On fait tourner la roue et l'itinéraire sur lequel elle s'arrête est sélectionné.
c'est une image très parlante, mais les sources soulignent un défaut. Si un seul itinéraire est exceptionnellement bon au début, il peut avoir une part si écrasante qu'il est sélectionné encore et encore. Et ça tue la diversité. Voilà, ça appauvrit la diversité génétique de la population et ça peut la faire stagner. Le tournoi est souvent un peu plus robuste face à ce problème. D'accord. Donc on a sélectionné nos meilleurs itinéraires, nos champions, avec ces tournois. Mais la sélection seule, ça ne crée rien de neuf. Ça ne fait que filtrer. J'imagine que l'étape suivante, c'est de combiner ces parents pour créer quelque chose de nouveau, une descendance. C'est la prochaine étape et c'est vraiment le cœur du processus. Le croisement, le crossover, ça imite la reproduction sexuée. On prend deux parents pour créer un ou plusieurs enfants et on espère qu'ils vont combiner les meilleures caractéristiques des deux. Comment ça marche concrètement? Une méthode très simple, décrite dans le livre pour des problèmes génériques, c'est le splice crossover. On prend l'itinéraire du parent A, on le coupe en son milieu, on prend celui du parent B, on le coupe aussi, et on colle la première moitié de A avec la seconde de B. Attendez une seconde. Ça ne peut pas marcher pour notre problème de ville. Ah, On fait ça, on se retrouve avec des villes visitées 2 fois et d'autres complètement oubliées. L'itinéraire enfant n'est même plus une solution valide au problème. exactement. C'est un moment de déclic crucial. Ça montre parfaitement que ces algorithmes, c'est pas des boîtes noires magiques. Il faut les adapter. Il faut les adapter intelligemment au problème. Pour le voyageur de commerce, il faut un type de croisement spécial qu'on appelle sans répétition. On prend un segment du parent A, disons les villes 3 à 7, et on les place dans l'enfant. Ensuite, pour remplir les trous, on parcourt l'itinéraire du parent B dans l'ordre et on ajoute toutes les villes qui manquent. D'accord, comme ça on est sûr d'avoir toutes les villes une seule fois. Voilà, l'enfant hérite d'un bloc cohérent du parent A, tout en garantissant une solution valide. C'est beaucoup plus subtil. C'est plus subtil en effet. Le croisement permet donc de combiner des bonnes idées qui existent déjà. Mais je ne suis pas sûre de voir l'intérêt de l'autre mécanisme qu'on associe toujours à l'évolution, la mutation. Mhm. Si le croisement combine déjà les meilleures parties des parents, on devrait logiquement converger vers une super solution. La mutation, en changeant des trucs au hasard, elle risque pas de tout gâcher, de défaire le bon travail du croisement. C'est une question fondamentale, et la distinction entre les deux est vitale. Le croisement, c'est un exploiteur. Il est très bon pour prendre les bonnes idées qui existent déjà et les perfectionner en les combinant. Si un parent a une super séquence de villes à l'est et un autre à l'ouest, le croisement peut les unir. D'accord? Mais la mutation, elle, c'est une exploratrice. Et une exploratrice. Oui, elle introduit des idées complètement nouvelles, aléatoires. Pour notre voyageur, une mutation typique, c'est la mutation par permutation. On prend un itinéraire par an, on choisit 2 villes au hasard et on les échange. C'est tout. Une petite secousse. Une petite secousse aléatoire. Et son rôle est crucial pour éviter que la population ne stagne. Imaginez que tous les itinéraires, même les meilleurs, partagent un même défaut, une même mauvaise connexion. Le croisement, en ne faisant que recombiner ce qui existe, ne pourra jamais corriger ce défaut. Ah, je vois. Il est coincé. La mutation est la seule capable de briser cette connexion, d'introduire cette étincelle de nouveauté qui permet de sortir des sentiers battus. L'autre explore, c'est clair. On a donc ce cycle OK. Évaluation, sélection, puis croisement et mutation. Mais on n'est jamais à l'abri que la nouvelle génération soit par malchance moins bonne que la précédente. On pourrait perdre la meilleure solution qu'on ait jamais eue. Et c'est un risque bien réel, surtout au début. Et pour le contrer, on utilise une technique très simple mais incroyablement puissante, l'élitisme. L'élitisme? L'idée est d'une simplicité désarmante. Avant même de commencer les croisements, on identifie là où les quelques meilleures solutions de la génération actuelle, l'élite. Et on les copie directement, sans aucune modification, dans la nouvelle génération. Ah, c'est tout bête, mais c'est génial. On met juste le meilleur de côté pour être sûr de pas le perdre. C'est une sorte de police d'assurance, quoi. Ça semble tellement évident maintenant. Ça l'est. Et ça garantit un truc essentiel. La meilleure solution qu'on a trouvée ne peut jamais disparaître. Le score du meilleur individu de la population ne peut jamais régresser. Au pire, il stagne, mais il ne recule jamais. Ok, jusqu'à présent, on a fait évoluer des listes de villes, des tableaux de longueur fixe. C'est déjà fascinant, mais les sources qu'on a vont encore plus loin. Elles parlent de programmation génétique, Oui, où l'on pourrait faire évoluer de vrais programmes informatiques, ouais. du code.
Comment est-ce que ça peut bien fonctionner? Alors là, c'est le saut conceptuel suivant. On passe des algorithmes génétiques qui optimisent des structures fixes à la programmation génétique, qui peut manipuler des structures de complexité variable, comme des équations ou des petits programmes. Et l'idée clé pour y arriver, c'est de changer de représentation. On ne représente plus un programme comme une ligne de texte, mais comme un arbre. Un arbre mot. Comment une formule mathématique peut devenir un arbre mot? Prenons l'exemple du livre. La formule racine carrée de 0,75x au carré, 1. Pour la transformer en arbre, on part de la fin. De la fin. Quelle est la toute dernière opération qu'on ferait pour calculer ça? C'est la soustraction, le moins 1. La soustraction, le signe moins, devient donc la racine, le tronc de notre arbre. D'accord, la dernière opération est la racine. Exactement. Et ce nœud soustraction a deux enfants, deux branches. À gauche, tout ce qui est avant le signe moins, et à droite, ce qui est après, c'est-à-dire la constante 1. Je suis... On continue de descendre. Sur la branche de gauche, on a racine carrée de 0,75 fois au carré. La dernière opération est la racine carrée, squared. Elle devient un nouveau nœud. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver aux éléments indivisibles. Les variables comme x, les constantes comme 0,75 ou 2. Eux, ce sont les feuilles de l'arbre. Les nœuds terminaux. Voilà. Et les opérations, comme ou squared, sont les nœuds non terminaux, qui structurent le tout. Ah, d'accord. Donc le croisement ici, ce n'est plus couper une liste en deux. C'est comme faire une greffe d'arbre. On prend une branche entière de l'arbre programme d'un parent et on la met sur l'arbre de l'autre. C'est précisément ça. On choisit un point au hasard sur chaque arbre parent, on coupe la sous-branche qui part de ce point sur le parent A, et on la greffe à la place de la sous-branche du parent B. On vient de créer un tout nouveau programme en combinant des blocs de logique entiers. Et la mutation? La mutation, elle, pourrait consister à changer un seul nœud, transformer une addition en multiplication, par exemple, ou modifier la valeur d'une constante. Et ça marche en pratique? Ça donne des résultats concrets? Absolument. C'est utilisé dans des domaines très pointus. La NASA, par exemple, a utilisé la programmation génétique pour concevoir une antenne pour une de ses missions. Ah oui? L'objectif, c'était d'avoir le meilleur diagramme de rayonnement possible. L'ordinateur a fait évoluer des générations et des générations de design. Le résultat final était une forme bizarre, tordue, complètement contre-intuitive. Que personne n'aurait dessiné. Jamais un ingénieur humain n'aurait dessiné ça. Mais elle était incroyablement performante. L'ordinateur n'a pas compris l'électromagnétisme. Il a simplement fait évoluer des formes jusqu'à en trouver une qui marchait exceptionnellement bien. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie? On est parti d'une idée de Darwin, la survie du plus apte, appliquée à un problème de livraison de colis, et on arrive à un ordinateur qui conçoit lui-même une antenne pour la NASA. C'est assez vertigineux. Ça l'est. Et le point clé à retenir, je pense, c'est que ces algorithmes ne cherchent pas à simuler parfaitement la biologie. C'est beaucoup trop complexe. Ils s'approprient un concept abstrait, mais extraordinairement puissant. Lequel? L'idée qu'une population de solutions imparfaites, si on la met en compétition et qu'on l'autorise à combiner ses meilleurs traits sur de nombreuses générations, peut collectivement découvrir des solutions d'une élégance et d'une efficacité qui nous dépassent. C'est une forme d'optimisation par essai et erreur, mais à une échelle massive et de manière préstructurée. Ça me rappelle quand j'essayais d'optimiser un trajet pour des vacances. J'avais une liste de villes et je passais des heures à bouger les étapes sur une carte. Ah oui? J'étais en train de faire un algorithme génétique manuel, sans le savoir, mais avec une population de 1 et une patience très, très limitée. C'est une parfaite analogie. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, tout à l'heure on parlait de la fonction de fitness qui crée un environnement. Oui, Jusqu'ici, on a décrit un environnement de pure compétition, la survie du plus apte, le tournoi, l'élitisme. Tout est basé sur la concurrence entre les individus. c'est le modèle darwinien, classique, oui. C'est vrai, mais que se passerait-il si les solutions commençaient à coopérer? Coopérer. De sources de Heaton mentionne brièvement d'autres algorithmes. Il y a l'optimisation par colonie de fourmis, où des fourmis virtuelles parcourent les solutions et laissent des pistes de phéromones numériques pour indiquer les bons chemins aux autres. Ce n'est plus chacun pour soi. Non, les individus s'échangent de l'information indirectement. Ou encore l'optimisation par essaim particulaire, qui imite les volées d'oiseaux. Chaque oiseau ajuste sa trajectoire non seulement en fonction de sa propre meilleure position, mais aussi de la meilleure position trouvée par tous les sains. La question à se poser est donc quel type de problème, peut-être encore plus complexe,
pourrions-nous résoudre si nos algorithmes fonctionnaient non pas comme des individus en compétition, mais comme un collectif intelligent où chacun partage l'information pour trouver ensemble le meilleur chemin?